Alors, voilà, normalement c'est bon. Alors, salut. Moi, c'est Tristan. Je suis en cinquième année de médecine. Ça fait 4 ans que je suis tuteur à 4 ans que je suis tuteur à master prépa. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se reverra pour ceux qui seront présents dimanche pour un cours d'appareil digestif, donc de l'anatomie, dimanche matin. Voilà. Aujourd'hui, on brasse deux cours que vous connaissez bien, oxyde de réduction et acide base, et je me suis permis de faire rapidement une petite partie sur les solutions. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est vraiment un cours pas chiant comparé à tout ce que vous aurez après plus tard. Donc voilà, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. N'hésitez pas à activer le micro et pas, enfin, quand vous avez des questions du moins, et pas à m'envoyer des messages en discussion parce que des fois je les vois pas. Donc vous activez le micro et vous me demandez. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Et encore une fois, il y a mon numéro dans l'espace commentaire là. Et donc voilà, pour n'importe quelle question, n'hésitez pas, quoi. On est parti. S'il y a un problème de diapo aussi, vous m'arrêtez. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on passe sur les solutions. Je vais aller peut-être un peu plus vite sur ça parce que c'est pas vraiment le but de ce soir normalement. Alors, les solutions, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est une solution? C'est un mélange homogène d'au moins deux constituants, un solvant et un soluté. De manière générale, on parle souvent de solutions pour les liquides plus solides, mais il existe des solutions de gaz-gaz, donc un mélange de deux gaz, ou de solide-solide mélangé, ou de liquide-liquide. Voilà. Mais il faut toujours un soluté, donc c'est quelque chose qu'on va, entre guillemets, dissoudre dans un solvant, un liquide. On a les solutions gazeuses, comme je l'ai dit, qui sont, elles, pour le coup, la majorité du temps miscibles, c'est-à-dire qu'elles se mélangent de manière homogène. Si on prend deux gaz et qu'on les met ensemble, forcément, il n'y a pas vraiment d'interaction et ça va bien se mélanger. Et il va y avoir des propriétés particulières qu'on appelle des propriétés de gaz pur. Je ne reviens pas dans les détails, vous aurez un cours sur le gaz pur beaucoup plus tard. L'exemple voilà, qui est un peu polémique, c'est les protoxydes d'azote, donc les ballons festifs là qu'on retrouve dans pas mal de soirées étudiantes. C'est typique d'un mélange de gaz. Ensuite, les solutions solides, donc c'est quand on mélange deux solides ensemble. Donc pareil, on a plusieurs formes de mélange. On a soit ce qu'on appelle les alliages métalliques continus. En fait, quand deux solides se mélangent de façon vraiment bien miscible et très fusionnelle, on va dire. Ou alors, ce n'est pas un alliage, et du coup, c'est quelque chose d'un peu plus hétérogène. Pour le coup, deux solides, ça se fait toujours le mélange à chaud, parce que deux solides, bah, c'est solide, donc il faut les faire fondre en fait pour pouvoir les mélanger. On est sur un espèce de mélange un peu entre la phase solide et liquide. Et comment ça marche ce mélange? Ça va dépendre de l'électronégativité et des rayons atomiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que vous verrez qu'en physico-chimique, enfin vous l'avez déjà vu d'ailleurs, je pense, les atomes, les molécules, elles ont des électronégativités, donc soit elles sont plus chargées négatives, soit elles sont plus chargées positives, et du coup, c'est ça qui va faire beaucoup d'interactions différentes, que ça se mélange, que ça se repousse, que ça s'attire, etc. Et bien, pour mélanger deux solides, il y a des propriétés qui dépendent de ça, sans rentrer dans les détails. Et les rayons atomiques, tout simplement, c'est quoi? Ben, c'est la taille de la molécule, enfin plutôt de l'atome, du coup. Donc, si vous avez un atome qui fait 3 km de long, bah forcément que ça va être un petit peu plus compliqué de mélanger avec un atome qui fait 1 mm de long. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, on a les solutions également avec les liquides, donc c'est celles qu'on voit le plus, hein. On peut mélanger un liquide avec un gaz. Comment on fait ça? C'est la loi de Henry. Donc ça, c'est vraiment à retenir parce que ça reviendra dans beaucoup de cours. Je ne sais pas encore trop ce que vous avez fait comme cours, donc je ne vais pas me prononcer trop vite, mais ça reviendra beaucoup, donc notez bien cette loi, la loi de Henry. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle montre, cette loi? C'est assez simple. En fait, quand vous avez un verre d'eau, voilà, enfin une bouteille, enfin un liquide, vous pouvez faire rentrer du gaz à l'intérieur. Et bien cette quantité de gaz que vous allez faire rentrer à l'intérieur, elle va être proportionnelle à la pression du gaz. Tout simplement, si le gaz il a une énorme pression, il est puissant, et bien il va rentrer facilement dans l'eau. Le gaz va facilement se dissoudre dans l'eau. Donc voilà la formule. Concentration est égale K, qui est une constante qui n'est pas à connaître, fois la pression partielle du gaz. Donc c'est une relation qui est bien proportionnelle. Ça, c'est vraiment un truc qui revient tout le temps. Ensuite, on a liquide-liquide, un peu au même titre que les mélanges solides-solides. Ça va dépendre des mouvements dipolaires. Donc peut-être que vous avez vu ça. Vous avez des molécules, ici H2O, 2H1O. Vous avez des électronégativités, ça fera l'objet d'un autre cours également. Le O est plus électronégatif, 2 delta moins. Les H sont plus électropositifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le O attire plus ses électrons vers lui et les H repoussent ses électrons vers le O. Et ben, en fonction des positions des deltas,
vous avez ce qu'on appelle des barycentres, des charges positives ou des charges négatives. Et bien, si ces barycentres ne sont pas au même endroit, en gros, hein, la molécule sera polaire. Il y aura des mouvements dipolaires. Et bien, ces mouvements-là, ils vont influencer grandement dans la miscibilité des liquides. C'est pourquoi, là, je vous ai mis l'exemple d'un verre où on retrouve, par exemple, de l'huile. Là, je sais pas, on va dire que c'est du lait, peu importe. Et bien, en fait, ce sont des phases aqueuses qui n'ont pas les mêmes mouvements dipolaires ou alors pas du tout de mouvements dipolaires, ce qui fait que ça va créer cette non-miscibilité. Voilà, vraiment, la polarité, c'est la base de tout en chimie. Et enfin, les liquides solides, ça, c'est facile. Voilà, vous avez le comprimé de doliprane ou d'efferalgan, vous le mettez dans l'eau, il se dissout. Exemple classique, vous pouvez faire ça avec du sucre, du sel, peu importe. De quoi ça dépend? Et ben, de la solubilité du solide. Chaque solide a un coefficient en fait de solubilité. C'est plus facile de dissoudre un efferalgan plutôt qu'un bloc d'uranium. Et ça va dépendre aussi de la température. Effectivement, pour la majorité des solides, si vous chauffez votre réaction, vous allez faire fondre en fait votre solide et il va mieux se dissoudre dans l'eau. Voilà. Pour revenir au liquide-gaz, il y a deux choses qui sont stipulées dans votre cours qui sont assez importantes à connaître. Alors, la première, c'est l'affinité du dioxygène. C'est un exemple, hein, vraiment un exemple à part entière à apprendre. C'est l'affinité du dioxygène, donc O2, dans votre corps. En fait, le but de l'organisme, en tout cas un de ses principaux buts, c'est de transporter l'oxygène dans les muscles, dans les organes, etc. Donc le dioxygène, qui est un gaz, va entrer dans le sang au niveau de l'hémoglobine, Hb. Et ce dioxygène va se fixer à l'hémoglobine. Et le sang ensuite va circuler dans tout votre corps et va se distribuer. Ça, c'est ainsi va la vie, là, je ne sais plus le dessin animé, là, qui explique tout. Voilà, c'est la base de tout. Ce qui se passe, c'est que des fois, l'air, donc là, je vous ai mis l'exemple du gaz. En fait, quand vous faites ça, quand vous faites de la combustion, il va se libérer du dioxygène, certes, mais aussi du monoxyde, un seul oxygène, de carbone, qui est, lui, pour le coup, assez néfaste. Et en fait, le monoxyde de carbone a un coefficient qu'on retrouvait juste là, hop, le coefficient K, a un coefficient qui est plus important que le dioxygène. En fait, il est plus soluble. Ce qui fait que si vous avez dans l'air du monoxyde de carbone et du dioxygène, et ben le monoxyde de carbone va plus facilement se mettre à votre hémoglobine. Et donc, vous allez former ce qu'on appelle de la carboxyhémoglobine, ce qui est très néfaste parce que, au lieu d'apporter de l'oxygène à votre organisme, vous allez lui apporter du monoxyde de carbone. Donc, on va être intoxiqué au monoxyde de carbone. Ça, c'est le cas typique des gens qui laissent allumer la flamme comme ça de gaz, pas pour les plaques à induction du coup, mais pour ces plaques-là. Et aussi, par exemple, l'incendie. Quand on a un incendie, il y a la combustion et ça donne ce monoxyde de carbone. Comment on traite ça? Eh ben, en fait, il suffit d'apporter de façon massive de l'oxygène, donc du dioxygène, pour compenser l'apport en monoxyde de carbone. Si on apporte plus de dioxygène, on va forcer la réaction, on va pousser l'oxygène à s'accrocher à la place du monoxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle en fait les caissons hyperbares. Les patients qui viennent pour intoxication au monoxyde de carbone, on les met dans des caissons où on envoie à balles de dioxygène et ça va prendre la place du monoxyde de carbone. Voilà un exemple à connaître. Très utile en pratique à l'hôpital. Et enfin, deux autres petites choses. C'est deux exemples à connaître aussi. La bouteille, enfin la canette de Coca, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un gaz avec un liquide dans la canette. En fait, le gaz qui est dissous dans le liquide a une pression, ça c'est la pression du gaz, supérieure à la pression atmosphérique qui règne à l'extérieur ici, la pression de l'air libre. Comme cette pression est supérieure, en fait, le gaz, il va falloir, pour perdre en pression, en fait, pour venir s'équilibrer avec la pression atmosphérique, ce gaz va devoir sortir de l'eau, arrêter d'être trop condensé dans l'eau, et du coup, ça va donner ce petit pchit quand vous ouvrez la canette. Ok. Et à l'inverse, ça c'est plus compliqué à comprendre, mais les plongeurs, quand vous descendez en profondeur, il y a énormément de pression en profondeur, et du coup, la pression du gaz qui est contenu dans votre sang, parce que vous avez du gaz dans votre sang, du coup le dioxygène, en fait, il devient inférieur à la pression atmosphérique qui est au niveau de l'eau. Et c'est pour ça que quand vous remontez à la surface, quand vous faites de la plongée, vraiment la vraie plongée, hein, pas 1 mètre sous l'eau, et bien, si vous remontez trop vite, vous allez influencer ça. Et en fait, le gaz va se libérer, mais dans votre sang et créer des bulles de gaz. Ça, c'est vraiment plus compliqué à comprendre, mais c'est l'exact opposé de celle-ci.
Et en fait, c'est pour éviter de faire des bulles dans le sang et de faire des complications. Bref, retenez surtout celui-là. La pression du gaz est trop importante dans le liquide par rapport à la pression atmosphérique. Du coup, il va se libérer et donc ça va faire cette création de bruit et de pchit. Dans les mélanges liquide-liquide, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des mouvements dipolaires, il faut qu'il y ait du moins, du plus, etc. Donc, de façon générale, en fait, pour simplifier, et c'est ce qui est relativement vrai, hein, une molécule qui n'a pas de polarité, comme le benzène ici, en fait, il n'y a pas de mouvement bipolaire, dipolaire, comme vous voulez. Si on la met avec une molécule, pour le coup, dipolaire, l'H2O, en fait, il ne va pas y avoir de réaction possible, ça va être non miscible. Alors que deux molécules qui sont toutes les deux polaires, là, vous avez du phénol, pas besoin de connaître par cœur cette chose, hein. C'est un benzène plus un H2O, en fait. Plus de l'H2O, vous avez deux molécules qui sont polaires, vous allez pouvoir les mélanger ensemble. Et ça va être miscible et homogène. À connaître, le phénol et l'eau, vous pouvez les mélanger en proportions différentes. Si vous avez 5% d'eau et 95% de phénol, c'est ce qu'on appelle du phénol à queue. Comme vous avez plus de phénol, le phénol étant un alcool, ça va être corrosif. Alors que la même réaction, mais avec plus d'eau, ça va vous donner de l'eau phéniquée, qui pour le coup est un antiseptique, donc qui permet de nettoyer la peau. Les interactions liquide-liquide, elles se font par des forces d'interaction qu'on appelle les forces de Van der Waals notamment. Ça, vous le verrez dans un autre cours aussi, donc je ne détaille pas. Et vous en avez trois types. Vous avez des molécules qui peuvent être polaires, donc là, en haut du schéma à droite. Une molécule qui est polaire à gauche, une molécule qui est polaire à droite. Quand vous les mettez ensemble, c'est une interaction qu'on appelle de qui-somme. Comment retenir? Vous avez les deux E dans qui-somme qui sont à côté là, pour, en fait, ces deux molécules polaires qui se rencontrent. Okay, les deux E sont collés. Ensuite, vous avez une deuxième interaction qui s'appelle la réaction de Debye. Pour le coup, là, c'est une molécule qui est polaire et une qui est non polaire. La réaction, en fait, peut se faire. Parce que si on force un peu la chose, cette molécule polaire va progressivement polariser celle-ci en s'approchant. Parce qu'il y a des électrons qui gravitent, etc., etc., et ça va polariser celle-là. Les deux E sont éloignés. En fait, on a une polaire qui va polariser petit à petit le E qui est éloigné ici. Et dans la dernière réaction, celle de London, vous n'avez pas de E, en fait, vous n'avez pas de mouvement polaire. Donc ces deux molécules, elles ne vont pas se mélanger. Sauf si certaines conditions, mais ça, on s'en fiche un peu. Je ne reviens pas sur les forces hydrogènes qui sont d'autres forces un peu particulières. Mais une phrase importante à retenir, et désolé, il y a un couac parce que j'ai de suite pris du cours, mais il y a un petit souci. Il faut savoir que les molécules d'alcool, en fait, elles ont un moment dipolaire qui est vraiment intense. En fait, les molécules d'eau, déjà, ont un moment dipolaire qui est assez intense. Et les composés alcool avec un OH, c'est vraiment des molécules qui sont extrêmement réactives. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais il faut savoir ça. Dès que vous avez un composé avec de l'alcool, il va pouvoir faire facilement des réactions avec plein d'autres choses. Et donc se mélanger avec beaucoup de liquides différents parce qu'il a un moment dipolaire très intense. Liquide solide, dissolution, donc on en a parlé tout à l'heure. Je passe vite fait. Qu'est-ce que c'est en fait qu'il faut retenir sur ça? C'est que quand vous mettez un solide dans un liquide, ce solide, il est composé de plein de petites molécules, donc il est là, le solide. Et dedans, il y a des moins, il y a des plus, etc. Comment ça va marcher? Comment il va se dissoudre en fait? Chaque petite partie va se coller. Donc si on parle de l'eau par exemple, chaque petite partie va prendre un H2O et un deuxième et un troisième. Et en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des couronnes de solvatation. Donc la petite partie positive ici du solide, que l'on trouve là, elle va attirer les parties négatives du coup de l'eau, qui sont représentées par le O en rouge. Et ces O vont se mettre en couronne autour du solide. Même chose pour les composés négatifs du solide, qui du coup vont, eux, s'orienter vers les côtés positifs de l'hydrogène. Et donc toutes ces couronnes, en fait, il va y avoir plein de couronnes différentes, et ces couronnes vont se rencontrer plus ou moins, et c'est en bougeant tout ça qu'il va y avoir un moment où ça va être équilibré, où la solution va être stable, et on aura un composé qui sera bien dissous. Si vous avez trop de soluté, donc de solide, et bien la solution, peut-être qu'elle sera dite saturée. On ne pourra plus dissoudre le solide. En fait, on aura dépassé l'équilibre. C'est l'encadré qui est écrit ici. La saturation, elle dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, de la solubilité du solide.
et de la température. Il y a des solides, vous allez pouvoir complètement les dissoudre, d'autres un petit peu moins. Par exemple, le sel, quand vous mettez le sel dans de l'eau, c'est un petit peu dur de dissoudre tout le sel si vous ne faites pas la réaction. Point important, la dissolution. Donc la dissolution, c'est quoi? C'est le solide dans le liquide. Il peut être lié à la température, on a dit. Ce que vous devez retenir, c'est ce qui est encadré ici, le premier encadré, et surtout le troisième. Vous le verrez en thermodynamique, qui est un cours assez compliqué, vous le verrez plus tard, mais retenez l'essentiel. Une dissolution est dite endothermique si cette solution a besoin de chaleur. En fait, on apporte de la chaleur dans l'eau pour dissoudre le composé. Si on fait ça, si on chauffe en fait le liquide pour dissoudre le composé, eh bien, le système autour de ce liquide va se refroidir. La solution chauffe, c'est endothermique. Endo, c'est à l'intérieur, ça vient du grec. Donc endothermique. Et autour, ça se refroidit. Le bilan énergétique, c'est supérieur à 0 parce qu'on doit apporter de la chaleur. À l'inverse, certaines dissolutions, ça paraît un peu contradictoire. Ça, c'est dur à imaginer. Mais certaines dissolutions se font mieux sans chauffer. Ce sont des dissolutions qui sont dites exothermiques, exo à l'extérieur. Du coup, la solution se fait mieux en fait quand il y a moins de chaleur. Moins on chauffe la solution, plus la dissolution se fait. Et comment elle se fait en fait? La dissolution se fait en créant justement de la chaleur vers l'extérieur et elle repousse la chaleur. C'est pour ça que le système, pour le coup, s'échauffe. C'est un peu une gymnastique d'esprit là, il faut bien comprendre cette chose. Du coup, une dissolution endothermique, elle est favorisée si on chauffe, alors qu'une dissolution exothermique, elle n'a pas besoin de chaleur, donc elle est diminuée si on chauffe. Température pour le T ici. Ça, c'est un tableau, je ne vous fais pas l'affront de vous détailler tout ça. Je pense que certaines formules, vous les connaissez, mais vraiment, ça tombe beaucoup dans les QCM quand vous en aurez l'année prochaine, vous verrez. Et c'est vraiment à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Donc, les unités, le nom, la formule. Je ne reviens pas sur les détails, mais voilà, ça c'est la concentration. Le N, normalement, vous connaissez, c'est les moles. Le V, c'est le volume, la masse, etc., etc. Voilà. Là, je vous ai mis des questions d'entraînement. Normalement, vous avez eu un PDF avec des questions que j'avais fait aussi. C'est les mêmes questions que j'ai repris. Celles-là, on les passe, on fera les autres. Mais au moins, vous avez ça avec juste après les vrais ou faux. Hop, on passe au cœur d'aujourd'hui. Donc, ça va pas être un cours très très long. Je ne veux pas vous assaillir de choses. Acide-base. Donc, normalement, vous l'avez fait ça, il me semble. Acide-base, oxyde de réduction, normalement, c'est un peu acquis, mais c'est vrai que c'est un cours qui revient en tout début d'année. Et ben, si vous l'avez bien bossé, normalement, il n'y aura aucun souci parce que ça va limite moins loin que ce qu'on fait en terminale, sauf si les programmes ont changé, je ne sais plus trop. Ça commence à dater pour moi. Mais vraiment, bossez-le bien maintenant parce que ça vous aidera pour la suite. Et c'est vrai que les profs, vous verrez, sur ces cours-là, enfin le prof, parce que c'est un seul prof qui fait ça, il détaille pas vraiment à fond à fond. Voilà, il va pas trop dans les explications, donc maîtrisez bien cela maintenant. Acide-base, qu'est-ce que c'est? On parle toujours de couple acide-base. Donc, un couple acide-base, ça se comporte comme un tampon. On verra à la fin. Qu'est-ce qu'un tampon? En fait, c'est une entité qui permet de garder le pH constant. On reviendra sur ça après. En chimie, du coup, une solution tampon est une solution qui maintient approximativement, donc c'est pas parfait, le même pH, malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base, ou malgré une dilution. Donc en fait, quand vous avez, par exemple, l'exemple typique, c'est le sang. Dans le sang, vous avez plein d'espèces tampons, donc des couples acide-base. Et ces couples acide-base, ils vont permettre de garder le sang à un certain pH. Ce pH du sang, il est à connaître, et vous aurez plein de cours pareils dessus. C'est approximativement entre 7,35 et 7,45. C'est le pH qui est à peu près neutre. Je vous ai remis ici le diagramme du pH. En gros, un pH neutre, c'est 7. Un pH qui est dit acide, c'est inférieur à 7. Un pH qui est dit alcalin ou basique, c'est supérieur à 7. Et bien le sang, lui, son pH, il est entre 7,35 et 7,45. Donc, il est quand même neutre. Et c'est grâce à toutes ces espèces dans le sang, ces espèces tampons, vous n'avez pas à connaître par cœur, il y en aura juste un qu'il faudra connaître, et ben c'est eux qui permettent de maintenir ce pH constant et éviter d'avoir des problèmes. Parce que un sang, enfin, le sang, quand il est trop acide, ça cause des choses très 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 graves.
Et quand il est trop basique, pareil, ça peut causer des choses très, très, très graves. Donc, le couple acido-basique, toujours, comme les oxydoréducteurs, ça s'écrit comme ça. Une espèce à gauche, une espèce à droite. Un acide, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce qui est capable de céder un proton. Un proton, qu'est-ce que c'est? C'est un H+. Donc ici, AH, en fait, il a un H en trop. Il peut tout simplement donner à une autre espèce qui, du coup, est la base, qu'on écrit A-. En gros, un A qui a perdu un H+, donc qui est devenu un moins. Et une base, donc c'est quoi? C'est une espèce capable de capter, du coup, un proton H+, pour devenir un acide. Vous savez, du coup, que les oxydoréductions, c'est la même chose, sauf qu'on parle d'électrons. Dans un couple acide-base, on a une constante qu'on appelle la constante d'acidité, notée Ka. Elle est très importante parce que c'est cette constante-là qui permet de dire si un couple acide-base est puissant au niveau de l'acidité. Donc, est-ce que la force d'acidité est importante ou non? Si le pH il est à 1, forcément que le couple est acide. Ça, ok. Mais ça ne va pas préjuger de la force de l'acidité. C'est vraiment le Ka qui importe. Okay, le pH ne décrit en rien la force d'acidité de la solution. La formule du Ka est à connaître. En fait, c'est les ions H3O+, qui en fait correspondent aux ions H+, mais bon, c'est H3O+, fois la base, divisé par l'acide. Sachez qu'en première année de médecine, à part en UE3, et encore que, vous n'aurez jamais de calcul. Voilà, il y a plein de formules à apprendre, à connaître sur le bout des doigts, et encore que j'abuse, il n'y en a pas non plus des tonnes, mais vous n'aurez jamais d'application numérique pratiquement. Ce sera très, très, très rare. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes nul en calcul, c'est pas grave. Donc voilà, ça à connaître. L'eau, pour le coup, c'est une espèce particulière qu'on appelle une espèce amphotère. Pourquoi? Parce que l'eau, elle peut c'est H2O. Vous voyez qu'il y a des H. Donc, qui dit H dit je peux peut-être donner, je peux peut-être recevoir. Et bien en fait, l'eau, elle peut à la fois donner CH+, et à la fois en recevoir. Soit elle en donne, ça va devenir un OH-, et donc ça va devenir une base. Soit elle en garde, elle en récupère une, et ça va devenir un H3O+, et donc un acide. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère, ou amphophile aussi. Voilà. Et cet encadré est à connaître par cœur. La formule du pH, qu'est-ce que c'est? Pareil, pas d'application numérique normalement, mais sait-on jamais. Le pH, c'est égal à log de 1 sur H3O+, donc 1 sur l'acide en fait, ce qui est égal à moins log de H3O+. Ou alors on peut l'écrire aussi comme ça, voilà, vous voyez, en fait H3O+, c'est équivalent à H+. C'est un peu pareil. Mais on écrit plus souvent H3O+, c'est plus pertinent. Voilà, donc sur ça, pas d'application numérique normalement. Hop. Donc, on l'a dit, acide, espèce susceptible de libérer ou de céder au moins un proton. Mais elle peut en donner plus. Si l'acide a plein de protons, effectivement, il peut en donner plus. C'est ce qu'on appelle des monoacides, des diacides ou alors des polyacides s'il y en a encore plus. N étant un nombre quelconque. Par exemple, l'acide cyanure ici, HCN, eh ben, il a un H, donc il peut le libérer et donner l'ion cyanure, Cn-, plus le H+ qu'il a libéré. C'est un monoacide. À l'inverse, le diacide, ici on a du H2SO4, c'est de l'acide sulfurique qui du coup peut donner 2 H+, et on se retrouve avec l'ion et les 2 H+. La base, l'acide, la base. Et la base, encore une fois, c'est l'inverse. Elle capte les protons. L'exemple, c'est l'ammoniac. L'ammoniac NH3 peut récupérer un H+, et donner l'ion ammonium. Attention, ça c'est l'ammoniac, et ça c'est l'ion ammonium. Mais ça, vous le verrez plus tard aussi. La force d'un acide, je le répète, super important, ce n'est pas son pH. La force d'un acide, c'est le Ka. Et comme le Ka, c'est vous voyez juste ici, le Ka, c'est un nombre qui est dégueulasse. C'est des 10-5, des 10-10. Enfin, c'est vraiment pas facile de jouer au niveau calcul avec ça, même si vous n'avez pas de calcul à faire. Donc, de manière générale, le Ka, c'est ce qui fait la force de l'acide, mais on a tendance à simplifier en utilisant le pKa. Par une formule mathématique, le pKa, c'est égal à moins log de Ka. Voilà, il y a beaucoup de log, beaucoup de transitions comme ça dans les acides bases, il faut bien retenir. Et faire attention aux signes surtout. Ka, force de l'acide. pKa, c'est le Ka, mais en plus simple.
Du coup, attention, en fait, plus le K par rapport à la relation, plus le K est fort, plus le pK est faible. C'est un petit peu, c'est un petit peu chiant ça, mais du coup, plus le pK est faible, plus le K est fort et plus l'acide est fort. À l'inverse, plus le pK est faible, plus le K, pardon, plus le pK est fort, plus le K est faible et donc plus l'acide est faible. Deux exemples, les valeurs ne sont pas du tout à retenir, mais c'est pour vous illustrer la chose. L'acide acétique a un pK qui est de 4,7, donc moins log de K 4,7, alors que l'acide cyanhydrique a un pK de 9,2. Donc, quel est l'acide le plus fort entre les deux? C'est l'acide acétique. Hop. On revient vite fait sur l'eau. L'eau, on a dit que c'est une espèce amphotère. Du coup, c'est démontré ici. Soit elle agit comme un acide, première ligne, H2O qui va, du coup, si c'est un acide, céder un proton. Hop, elle en donne un. Ça devient une base, OH-. Là, c'est un acide. Cette ligne-là, c'est une base. H2O qui capte un proton, ça donne H3O+. Le bilan de la réaction, c'est celui-là. Bon, on s'en fout un peu. Il y a un produit particulier, c'est un cas particulier en fait, parce que c'est le cas de l'eau, qu'on appelle du coup le KE. Et là, c'est plein de, en fait, de noms à apprendre, hein, c'est un petit peu chiant. Mais en fait, c'est la même chose, sauf que ça s'appelle le KE. On s'en fiche de tout ça, là, c'est des simplifications, on s'en fout, ça sert à rien du tout. Il faut retenir juste que le KE de l'eau, en fait, c'est comme il est à la fois acide et base, et ben c'est la base fois l'acide. Dans les conditions normales, on va dire les conditions les plus simples expérimentales, donc à 25 degrés, l'OH est égal à H3O+. Pourquoi? Parce que l'eau se dissocie autant en acide qu'elle se dissocie en base. Et cette valeur de l'OH ou de H3O+, c'est 10-7 moles par litre. Le produit ionique de l'eau, du coup, ça vaut donc KE, produit ionique, 10-14, parce que 10-7 fois 10-7, ça fait 10-14. Et si on fait moins log de ça, ça nous donne un pKe égal à 14. Petit tips, bon, vous n'aurez pas de calculette et pas de calcul au concours et compagnie, compagnie. Mais en fait, quand vous faites log de 10 puissance, il suffit juste d'enlever le 10. Log de 10 moins 14, ça fait moins 14. Mais comme la formule, c'est moins log, et ben ça fait moins log de 10 moins 14, ça fait moins 14, donc ça fait 14. À la limite, si vous avez un calcul sur les logs et tout, ça sera juste un truc comme ça, où il faudra juste saquer le 10. Alors, juste information, tous les diapos que je fais là, c'est vraiment des diapos qui seront dans votre poly. Donc là, ce support de cours, c'est vraiment ce que vous avez à apprendre. Il y a l'essentiel de l'essentiel. Il y a quelques diapos que j'ai pas mis parce que ça sert un peu à rien, mais là, c'est vraiment l'essentiel. Donc si vous savez tout ça, franchement, vous êtes les boss. Et je pense que la plupart des choses, vous les savez déjà. L'eau pure est neutre, on s'en fout, on l'a déjà dit. OH égale OH3O+, 10-7, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on rajoute de l'acide dans une solution ou dans de l'eau, en fait, on ajoute des H+, on ajoute des H3O+, ce qui fait qu'on va augmenter la charge H3O+, logique, qui va passer supérieure à 10-7, et donc on va augmenter l'acidité de la solution. Si on augmente l'acidité de la solution, attention, le pH baisse. À l'inverse, si on augmente les bases de la solution, le pH va augmenter. Il faut faire vraiment gaffe dans ce cours, c'est vraiment des délires de ça augmente ou ça baisse, il ne faut pas se mélanger. Cette phrase-là, on s'en fiche, cette phrase-là, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche de tout, ça sert à rien, ça sert à rien. L'encadrer, hop, hop, on le redit, pH est égal moins log de H3O+. En fait, pour simplifier, c'est cette formule qui est la plus importante. Le pH d'une solution, c'est égal au moins log de la concentration en acide. On parle plus en acide qu'en base, c'est plus simple. Et c'est plus facile de quantifier les H3O+, c'est plus facile de rajouter en termes expérimental, je parle, c'est plus facile de rajouter de l'acide dans une solution que de rajouter de la base. Voilà. C'est plus facilement interprétable. Donc, inférieur à 7, on l'a dit, acide, supérieur à 7, basique, 7 et autour de 7, neutre. Ça se répète, ça se répète, ok. Donc, dans le cours, vous verrez, j'ai volontairement
enlever cette partie-là parce que vous avez en fait des formules, enfin des démonstrations qui vous montrent comment calculer le pH d'un acide fort, d'une base forte, d'un acide faible, d'une base faible. Ces démonstrations, en fait, elles ne tombent jamais au concours. Elles ne tombent jamais en QCM, elles ne tombent jamais nulle part. C'est très très rare, ou alors c'est pour vous embêter au maximum. Mais ça ne sera pas discriminant au concours, ça ne vous fera pas du tort. Ce qu'il faut retenir vraiment, vous le verrez sur le support, peut-être que Dan nous enverra le vrai support de cours, je ne sais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est les formules finales. Donc ça, pour le coup, c'est du par cœur, mais je vous invite à le connaître sur le bout des doigts. Et les démonstrations, effectivement, elles peuvent aider à la compréhension, mais franchement, je trouve que c'est se tordre l'esprit pour pas grand-chose au final. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le pH, on a dit, c'est quoi? C'est moins log de H3O+. Voilà, ça c'est la formule de base, il faut la savoir. Quand vous prenez une solution, c'est ça le pH. Mais vous avez des cas particuliers. Vous avez ce qu'on appelle les acides forts. Les acides forts, c'est quand le K est important, c'est quand le pK est plutôt bas. En fait, c'est un acide qui va complètement se dissocier et qui va complètement donner CH+. Et bien, quand l'acide est fort, c'est pas compliqué. La formule du pH, c'est la formule moins log de la concentration de la solution. Okay. Pour une base forte, c'est un peu différent. C'est une formule par cœur à connaître. C'est pH égale 14 plus log de la concentration de la solution. Okay. Ou H3O+, c'est pareil. Hein. Pour l'acide faible, c'est un acide du coup qui a un pK qui est plutôt haut, entre guillemets, avec un K qui est plutôt faible. Et là, attention, ça change encore. C'est 1,5 de pKa moins 1,5 de log de C. La base faible, pareil, autre formule. Donc, c'est vraiment ces 4 formules qui sont à connaître par cœur. Et si vous voulez le cours, le cours vraiment entier, vous demanderez à Dan. Et si vous voulez essayer de comprendre un peu la mécanique de la démonstration, vous pouvez regarder, mais je vous assure que c'est un peu une perte de temps de trop s'efforcer à comprendre. Ça ne sert pas à grand-chose. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver en fait ces formules, donc ces formules découlent de tout ce qu'on a dit avant là, de Ka avec acide fois la base sur l'acide, du pH, du Ke de l'eau, tout ça, vous voyez toutes ces formules un peu, en fait quand on les met à côté, qu'on dérive, pas dériver, mais qu'on joue un peu avec, on tombe en fait sur ça. La seule chose qu'il faut penser, c'est que quand vous êtes en chimie, souvent vous travaillez avec de l'eau, du coup. Et pour trouver cette formule à la fin, il y a des approximations qui sont faites pour aller plus simple et pour un peu supprimer les artefacts qui sont obligatoires dans la chimie et qu'on peut pas trop doser ou quoi. Donc c'est ce qui est ici, l'encadré ici. Que ce soit pour les bases ou pour les acides, quand on calcule le pH des solutions, on fait une première approximation, on néglige la dissociation de l'eau. C'est-à-dire que si vous mélangez un acide fort avec, j'en sais rien moi, un acide faible, au milieu il y a forcément de l'eau, vous allez le mélanger, et tout ce qui se passe au niveau de l'eau, on le néglige. On n'en prend pas compte. Parce que l'eau, il est en fauteuil, il fait beaucoup d'acide, il fait beaucoup de base, ça viendrait tout perturber. Donc on annule la dissociation de l'eau. Deuxième approximation, en fait, ça va être basé sur la force de l'acide, du coup, ou la force de la base. Donc ça, c'est juste des choses, il n'y a pas de choses à savoir particulières, il faut juste savoir que selon si c'est fort ou faible, il y a des facteurs. Vous voyez, 14, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est comme ça, il faut le prendre en compte. Le petit tips, c'est qu'en fait, quand vous mélangez un acide fort avec une base faible, vous avez une relation de pH qui est celle-ci et qui en fait correspond exactement à cette formule juste là. Je vous ai mis la petite flèche. Pourquoi? En fait, un acide fort, si vous le mélangez avec une base faible, la base faible va venir réduire l'acide fort. Donc vous retombez sur un acide faible. C'est tout bête. Et donc la relation est exactement la même. Attention, il y a des pièges que vous verrez plus tard. Il faut bien savoir distribuer et factoriser. Je pense que vous savez de quoi je parle. Mais du coup, ici, 1,5 de pK moins 1,5 de log de C, c'est exactement pareil si on factorise que 1,5 de pK moins log de C. Ça paraît bête peut-être pour certains, mais on peut facilement faire le piège en QCM. Et en fait, on peut être perturbé, se dire, ah ben non, dans le livre, c'est pas écrit ça.
alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Faites attention à ce genre de petits pièges. Et du coup, c'est exactement pareil. Une base forte, la formule, elle est ici, pH égale 14 plus oxyde de C. Si vous l'associez avec un acide faible, et ben vous revenez du coup à la formule de la base faible. Hop, voilà. Si vous connaissez ces 4 premières, vous connaissez les 2 autres. Et on vous demandera jamais de savoir si c'est un acide fort, un acide faible, on vous le dira dans l'énoncé. Cas particulier, si vous mettez un acide fort avec une base forte, en fait l'acide va donner tous ses H, la base va donner tout, va récupérer tous les H, vous allez atteindre un équilibre et du coup vous aurez un pH qui sera neutre, autant de base que d'acide. Par contre, un acide faible avec une base faible, c'est une autre formule, 1,5 de pKa plus pKa2. Donc c'est le pKa de l'acide et le pKa de la base. Voilà, c'est un peu chiant cette petite diapo parce que ben, c'est du par cœur, donc je ne peux pas vous apporter une plus-value de dingue. C'est vraiment du par cœur et vous verrez qu'en médecine, enfin, je dis médecine, mais c'est études de santé pour la première année, il y a beaucoup de par cœur malheureusement. Bien que la compréhension soit à la base de tout. Donc là, c'est un exemple du cours qui vous montre en fait de l'acide chlorhydrique, ok, qui est un acide fort avec de l'eau, parce qu'on mélange toujours avec de l'eau. Donc ça va donner du Cl- plus H3O+. Ici, on rajoute de la soude, donc NaOH, ça va donner ça. Bref, ça donne ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on ajoute progressivement de la soude. La soude est une base, donc on va diminuer l'H3O+, qui est l'acide. Lorsque le NaOH est égal à l'acide, eh ben, en fait, on arrive à un moment où l'acide est neutralisé. On arrive à un pH qui est neutre. Et du coup, si on continue de rajouter du NaOH, donc de la soude, en excès, qu'est-ce qu'on va faire? On va alcaliniser la solution. Ça, c'est juste un exemple pratique avec la soude qui est souvent utilisée pour alcaliniser les solutions. Ce phénomène de neutralisation, vous avez sûrement dû le faire, ou alors peut-être que ça a changé, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est les courbes de neutralisation. Donc ça, c'est des TP que vous faites en physique. Les normes, on s'en fout, on s'en fiche de tout, en fait. C'est pas important. Le but de ces cours-là avant la première année, c'est pas que vous soyez par cœur sur les cours, c'est que vous compreniez l'essentiel et que vous ayez une vue d'ensemble. Et bien, cette courbe de neutralisation, qu'est-ce que c'est? pH en ordonnée, soude en abscisse. Vous avez un pH de base qui commence à 2, donc la solution est très acide. Vous rajoutez de la soude progressivement, hop, 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 et au bout d'un moment, hop, vous avez autant de soude que d'acide. Vous arrivez à la neutralité. Et si vous rajoutez encore de la soude, eh bien vous voyez que le pH, d'un coup, il augmente drastiquement vers des valeurs élevées. Donc la solution devient alcalinisée alors qu'elle était acide à la base. Il y a ce point-là qu'on appelle le point d'équivalence. C'est le point pour lequel on atteint la neutralité. Et ça correspond à une certaine valeur de soude. Mais ça dépend à chaque fois de la solution, de l'acide en face, etc., etc. Il n'y a pas du tout les valeurs à connaître. C'est juste un exemple. Les solutions tampons, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en fait ces solutions, c'est ces ensembles d'acides et de bases qui permettent de maintenir le pH à des valeurs constantes. Ça ne veut pas dire maintenir à des valeurs neutres, mais c'est bien des valeurs constantes. Souvent, une solution tampon, c'est obtenu en mélangeant un acide faible avec une base forte, ou l'inverse, une base faible avec un acide fort. Pas besoin de connaître ça, là, c'est des exemples, mais voilà, il faut retenir. Une base forte avec un acide faible, c'est souvent une solution tampon, et l'inverse également. Ça, on s'en fiche. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'exemple le plus important que vous allez retravailler de toute façon. Le sang humain, il est tamponné à 7,4 à peu près, donc 7,35, 7,45, par des systèmes tampons qui sont extrêmement importants, notamment celui-ci. Hop, H2CO3, HCO3-, c'est les bicarbonates qui sont super importants. Et ici, cet acide carbonique. Voilà, c'est ce couple-là qui vraiment, par des mécanismes différents que vous travaillerez plus tard, qui vont faire que le pH va devenir stable. Et souvent, aux urgences ou quoi, le pH, c'est vraiment quelque chose de super important qu'on va toujours doser pour savoir si le patient il va bien ou s'il va carrément pas bien. Sachez que l'effet tampon est maximal quand le pH de la solution est égal au pK de la solution. Bon, ça, c'est du détail, c'est un par cœur à apprendre. Mais si vous avez ça, là, l'effet tampon, il sera super, super efficace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Parfait. Donc, pour faire
rapidement ces questions-là. Donc, pareil, vous aurez le temps de les retravailler chez vous. Mais, par exemple, un acide est une espèce chimique susceptible de céder libérer au moins un proton H+. C'est vrai. Ok, on retient bien, acide, il cède un proton. L'ammoniac est une base, NH3, ouais, c'est une base. Dans le couple H3O+, donc là, c'est vraiment pour vous montrer des exemples de QCM qui tombent en écurie, concours, etc. hein. C'est pour vous faire un aperçu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu de QCM. Dans le couple H3O+, H2O, l'eau et l'acide, non, par convention, l'acide, on l'écrit toujours à gauche. Du coup, ici, l'eau, H2O, est à droite, donc c'est la base. La force des acides et des bases est donnée par leur constante d'acidité pKa. Attention, c'est par la constante d'acidité qu'on appelle Ka. Le pKa, c'est pour simplifier. Plus le pH est faible, plus l'acide est fort. Pas du tout. Ça, c'est ce qui tombe très souvent. Le pH, ça n'influe en rien sur la puissance de l'acide. L'acide acétique est plus fort que l'acide cyanhydrique. Ça, on l'avait vu. C'était avec les Ka qui étaient différents. Donc l'acide acétique, oui, c'est vrai. Le pH d'une solution est donné par la formule pH est égal log de H3O+. Attention, c'est moins log de H3O+. Vous voyez, c'est plein de petits pièges qui peuvent tomber comme ça. Attention aux appellations, attention aux petits moins cachés, attention aux petites inversions. Vraiment, il faut faire super gaffe en QCM et toujours être concentré. Plus la concentration en OH augmente dans une solution, donc plus on rajoute des bases, plus elle aura tendance à être basique, donc supérieure à 7. C'est vrai. Pour calculer le pH d'une solution, on fait une première approximation en négligeant la dissociation de l'eau. Ça, on l'a dit, pour éviter qu'il y ait trop d'artefacts. C'est vrai aussi. Ensuite, je ne reviens pas sur les formules, vous les verrez. Et attention, juste celle-là, par exemple, pour une base faible, on a un pH 7 plus pK sur 2 plus log de C sur 2. Cette formule, elle n'était pas présente avant. Mais en fait, si, c'est juste que j'ai distribué cette formule-là. Vous voyez, base faible, 1 demi de 14 plus 1 demi de pK plus 1 demi de log de C. Si on distribue, ça fait bien 7 plus pK sur 2 plus log de C sur 2. Ça, c'était pour montrer un autre piège qui tombe souvent. Voilà, en gros, les exemples de QCM qui peuvent tomber. Je vous invite, quand vous aurez le temps, je ne sais pas comment vous organisez, à reprendre un peu ces QCM dans le document que vous avez PDF que Dan a dû vous envoyer pour un peu faire le point et voir si vous avez maîtrisé. Vous faites le cours rapido avec ce que vous savez en plus et vous faites les petits QCM rapidement pour vous tester. On finit par oxydo-réduction. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez tout de suite. Donc, oxydo-réduction, en fait, c'est exactement la même chose, mais avec des petites différences, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger. Il faut vraiment faire la part des choses entre ces deux entités, acide-base, oxydant-réducteur. Après, ça se ressemble quand même vachement sur certains points. En fait, ce qui se ressemble vachement, c'est les définitions et le principe. L'oxydation, on va commencer par les définitions ici. Un oxydant, c'est un corps ionique, donc une molécule en fait, un atome, qui est capable de donner un ou des électrons. Pareil, c'est un ou des, pas forcément un seul, pas forcément trois. Du coup, un oxydant, quand il donne ses électrons, quand il capte les électrons, il va être réduit. À l'inverse, un réducteur, c'est une espèce capable de céder, donc donner des électrons. Et du coup, s'il donne ces électrons, il sera oxydé. C'est là que c'est un petit peu chiant et on peut facilement faire les pièges, donc que ça soit bien carré dans votre tête. L'oxydant capte les électrons et du coup est réduit. Le réducteur donne ses électrons et du coup est oxydé. C'est pour ça qu'une oxydation, en fait, ça correspond à une perte d'électrons et une réduction, ça correspond à un gain d'électrons. C'est un peu de gymnastique d'esprit, ça, mais faites gaffe. Même si vous le savez par cœur, bah, facilement on peut se tromper en question. Donc, par exemple, le fer ici, il va donner un ion ferreux plus 2 électrons. Il a cédé 2 électrons. Ok. Ici, la réduction, vous avez l'ion argent qui va gagner un électron et qui va se transformer en argent tout court. Donc celui qui gagne l'électron ici, c'est l'oxydant du coup. Et celui qui donne, c'est le réducteur. Vous avez différents exemples avec l'iode, le fer ou le cuivre.
Ici, une autre façon de représenter la chose. Je vous laisserai regarder. Et on passe à la suite. Une oxydoréduction, du coup, c'est comme l'acide-base. En fait, ce sont tous des processus inversibles. On peut aller dans un sens comme dans l'autre sens. La transformation d'un état oxydé à un état réduit peut se réaliser dans les deux sens, donc OK. À chaque oxydant correspond un réducteur et inversement, pareil que l'acide-base, vous avez des couples oxydo-réducteurs. Les couples oxydo-réducteurs, c'est toujours l'oxydant qu'on écrit à gauche et le réducteur qu'on écrit à droite. C'est des conventions, c'est toujours comme ça. Par exemple ici, oxydant à gauche, celui qui va capter l'électron, réducteur à droite. Pareil que les acides-bases, acide à gauche, base à droite. Donc, un couple d'oxydoréduction, on peut l'appeler un couple redox. Bon, ça, c'est juste des phrases et des trucs à apprendre par cœur. Et donc, la formule au niveau des lettres, hein, c'est oxydant plus un nombre d'électrons qui va donner un réducteur. Et du coup, vous voyez bien, il y a les deux flèches, c'est super important. La réaction se fait dans les deux sens, sauf si on met des conditions particulières et qu'on force la réaction dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Pareil que l'acide-base, un oxydant peut être fort s'il capte facilement les électrons, ou il peut être faible s'il capte pas facilement les électrons. Du moins, il les capte moins bien. Un couple redox est d'autant plus fort que son caractère oxydant est marqué. Donc, ce qui compte le plus dans un couple redox, c'est l'oxydant, qui est à gauche. Comme dans l'acide-base, ce qui comptait le plus en soi, c'était l'acide. On parlait en termes d'acidité, de Ka pour dire si un acide est puissant ou non. Ben là, c'est pareil, on parle de l'oxydant. Un couple redox est d'autant plus fort que son caractère oxydant est marqué. Et cette force, en fait, elle se note avec ce qu'on appelle le potentiel redox standard. Bon, ça, c'est des termes à la con qui servent à rien, hein, mais bon, il faut le savoir. E, petit rond là, et c'est exprimé en volts. Attention, ça, c'est des volts. Apprenez bien vos unités. Et la dernière phrase, on s'en fiche. Du coup, quand on fait des réactions d'oxydoréduction, il faut forcément deux couples pour qu'il y ait des réactions. Si vous avez juste un oxydant et un réducteur, bon bah oui voilà, il y en a un, il va capter un électron, devenir un réducteur, fin du game. Si vous mettez deux couples oxydoréduction, là il va y avoir des interactions et il va y avoir plus ou moins des sens de réaction. Peut-être que vous avez fait des TP sur ça, je ne sais pas. Les trucs avec les piles et tout, là je sais plus c'est quoi le nom exact, mais c'est des trucs qu'on trempe dans des liquides et là on a du cuivre qui se met plus ou moins ou qui se désagrège, bref. Peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est le principe. Qu'est-ce qui se passe? On prend deux couples. Un premier, oxydant à gauche, réducteur à droite. Un deuxième, oxydant 2 à gauche, réducteur 2 à droite. Comment ça marche une réaction d'oxydoréduction? Il faut que l'oxydant du couple numéro 1 réagisse avec le réducteur du couple numéro 2. Et inversement, le réducteur du couple numéro 1 agit avec l'oxydant du groupe numéro 2. Quand on pose ça, on va le voir après, ça s'écrit de cette façon. On met l'oxydant 1 avec en dessous le réducteur 2. Toujours comme ça. Faites toujours comme ça pour ne pas vous tromper, c'est toujours dans ce sens-là. Oxydant 1, en dessous, réducteur 2. Mais par contre, l'oxydant 1 va se transformer du coup en réducteur 1, et le réducteur 2 va se transformer en oxydant 2. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est équilibrer les réactions pour voir qu'est-ce qu'on obtient au final, qu'est-ce qui se passe. En fait, quand on met tout ça ensemble, quand on met ces deux couples ensemble, qu'est-ce qui se passe? On va détailler juste après comment ça marche. Mais un premier truc à retenir, c'est que vous voyez que les flèches, c'est inversible encore une fois. Donc soit la réaction finale va se faire dans un sens, soit dans l'autre. Ça va dépendre de quoi? Eh bien, du potentiel redox qu'on a vu juste avant. Le potentiel redox standard. Qu'est-ce qu'il dit, cette règle, en fait? C'est que si le potentiel redox du couple numéro 1 est plus fort que le potentiel du couple numéro 2, l'évolution va se faire dans le sens 1. Donc là, c'est vraiment un exemple qui est appliqué à l'exemple juste en haut, hein. Ici, vous avez oxydant 1 qui réagit avec réducteur 2. On l'écrit juste en dessous, on verra après comment ça marche. Et bien si cet oxydant, on parle toujours en termes d'oxydant, c'est l'oxydant qui prime. Donc si c'est cet oxydant qui est plus fort, en fait c'est lui qui va imposer son sens de réaction. Donc on va suivre son sens numéro 1.
et la réaction va se faire plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au final, dans votre liquide, dans votre mélange là, vous aurez plus de ça, de la partie droite de l'équation. À l'inverse, si c'était l'oxydant numéro 2 qui était le plus fort, ben vous iriez dans le sens numéro 2 et vous auriez plus d'oxydant 1 et de réducteur 2 dans votre réaction. C'est un peu compliqué à comprendre en termes qu'avec des lettres comme ça, mais quand vous le faites avec des vrais composés, vous comprenez un peu mieux. Du coup, exemple, soit les couples argent et zinc. Je passe le détail de l'explication, on explique après. La réaction à la fin, le bilan, c'est ça. 2 ions argent plus du zinc. Donc le zinc, pour le coup, là, c'est pas un ion, c'est un solide, c'est du vrai zinc, c'est un solide. Donc 2 ions argent plus du zinc va donner 2 molécules d'argent, donc 2 en fait, graines d'argent, on va dire, plus un zinc, un ion zinc. Ça, c'est donné, c'est pas à apprendre, mais on vous dit que le potentiel redox de l'argent est plus fort, plus 0,80, que le potentiel redox du zinc. Du coup, si c'est lui le plus fort, on regarde l'oxydant, argent plus, qui est ici. Donc c'est lui qui impose son sens de réaction. Donc ça va évoluer dans le sens numéro 1. Et donc en fait, cette réaction, elle va donner plus ce côté-là. Donc au final, il va y avoir constitution d'argent et libération de zinc en termes d'ions, donc dans le liquide. Au niveau pratique, qu'est-ce qu'on va voir en fait si on fait ça sur notamment des tiges et tout là? On verra que si on plonge une lame de zinc, donc à gauche ici, ok, ça c'est le réducteur. Si on plonge ça dans une solution où il y a de l'Ag+, donc des ions argent, comme c'est lui qui impose son sens, en fait, on va avoir au final une lame qui va se recouvrir d'argent. OK? Et dans le liquide, ça va libérer des ions Zn+. Si c'était lui, si c'était le Zn2+, qui était le plus fort, et ben en fait, on aurait une lame d'argent qui se recouvrirait avec du zinc. OK? Donc, comment on fait des réactions d'oxydoréduction? En fait, il y a une chose qui est expliquée dans le cours, je trouve que c'est un peu compliqué, mais il faut savoir le faire. Donc je vous en parle, et après on parlera de la façon la plus simple de faire des réactions d'oxydoréduction, même si vous le savez, je pense. On parle du nombre d'oxydation. C'est un truc qui est utile pour euh, savoir comment poser la réaction. Il y a une définition à connaître par cœur. Le nombre d'oxydation, NO, nombre d'oxydation, d'un élément dans une espèce chimique est égal à la charge qu'aurait cet élément si toutes les liaisons auxquelles il participe étaient ioniques. Bon, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut connaître, c'est vraiment ça. Ça, vous l'apprendrez au dernier moment pour avoir les points en écurie quand il y aura la question telle quelle. Pour un corps simple, le nombre d'oxydation est nul. C'est-à-dire que si vous avez euh, un seul... enfin, par exemple, j'ai pas forcément un exemple. Si vous avez un corps qui n'est pas ionique, en fait, eh ben, le nombre d'oxydation il est égal à 0. Voilà. Dès que vous avez un ion monoatomique, pour le coup, le nombre d'oxydation sera égal à la charge de l'ion. C'est-à-dire que si vous avez une molécule et que en haut à droite de la molécule, il y a un petit plus ou un petit moins, et bien le nombre d'oxydation de la molécule sera de la charge de l'ion. Et quand on a une espèce polyatomique, donc il y a plusieurs atomes, et bien là, le nombre d'oxydation de chaque élément sera égal à la charge de tout ça. Ça paraît un peu flou, mais c'est super simple en fait. Je vous explique juste après. Il y a quelques trucs à connaître par cœur. Ça, malheureusement, c'est comme ça. L'oxygène, un oxygène tout seul, comme ça, dans la nature, qui se balade, son nombre d'oxydation, c'est -2. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est comme ça. L'O2 ou l'O3, en fait, c'est un corps simple. Ok, c'est un seul atome qui est en plusieurs fois. Et bien là, du coup, c'est 0. Peroxyde et péracide, on s'en fout. Péracide, c'est ce que j'ai mis à droite. Peroxyde, c'est à gauche. On s'en fout, ça sert à rien. L'hydrogène, pour le coup, lui, l'hydrogène, il y a deux. C'est un peu comme l'eau. Il a deux penchants. Il est un peu amphotère, lui aussi. Soit il est lié à plus électronégatif que lui, comme le chlore dans l'acide chlorhydrique. Et dans ce cas-là, le chlore va capter un électron, il va devenir Cl-, et le H va devenir H+. Donc on arrive dans le cas de l'ion monoatomique. Du coup, H+, et le H, son nombre d'oxydation, c'est 1. Okay.
Si l'hydrogène est lié à un truc moins électronégatif, ce qui est plutôt rare, comme le lithium, et ben le H, du coup, il va capter un proton, un électron, pardon. Et du coup, il sera -1, il sera négatif. Voilà, ça, c'est des trucs à connaître par cœur, sauf le peroxyde et le péracide. Concrètement, comment on calcule ça? 3 exemples dans le cours qu'il faut connaître. Souvent, pour ce cours, ça on vous en parlera plus tard. Par exemple, dans le... Ah, alors attendez, on me dit juste que ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'il y en a juste un qui peut activer son micro et me dire si on m'entend? On entend toujours, mais ça bug un peu. Ou par message, si vous voulez. Ok, désolé. Bon, si jamais ça coupe vraiment, vous m'arrêtez tout de suite, hein, et je reprends. Je regarde ici ma connexion. Ok. Du coup, le nombre d'oxydation de l'azote, N, égale combien? Eh bien, en fait, c'est une équation. C'est juste une équation. On regarde ce complexe, on voit qu'il n'y a pas c'est pas un ion. Donc en fait, la charge totale de tout ça, c'est 0. Ça veut dire que le nombre d'oxydation de H plus le nombre d'oxydation de N plus le nombre d'oxydation de O est égal à 0. Du coup, on sait que le H, comme il est lié à des plus électronégatifs, ça va être +1. Il y a un H, donc c'est +1. Le nombre d'oxydation de O, comme il est lié à autre chose, ça va être -2. Et le N, nombre d'oxydation de N, on le cherche. Si on transmute ça, ça nous fait +1 est égal à nombre d'oxydation de azote plus 3 fois -2. Pourquoi? Parce qu'on avait 3 O. Donc ça fait +1 plus 3 fois -2 est égal à 0, parce que c'est pas un ion, on a une charge totale qui est nulle. Et du coup, bah, si on fait une équation toute simple, on arrive à nombre d'oxydation de N est égal à +5. Ici, c'est la même chose, sauf que la charge totale est égale à -1. Du coup, on fait la même chose, sauf que l'équation à la fin, c'est -1. Et pareil, après, c'est une équation. Et il faut balancer le truc à droite ou à gauche. À la fin, on obtient +7. Le dernier, c'est pareil, sauf que la totale est égale à -2. On fait la même chose, sauf qu'on balance à droite et à gauche. Et là, comme c'est -2, ça fera +6. Bref, ça, c'est du calcul. Vous le reprendrez, peut-être reposer. Si vous avez des questions, vous me demandez, mais c'est vraiment des maths toutes simples, à une inconnue. Ça, parce que je trouve que ça sert à rien et que j'ai envie de finir à l'heure, donc c'est-à-dire dans 4 minutes. Comment on fait les réactions d'oxydoréduction? Pareil, si vous avez des problèmes avec ça, vous m'envoyez un message, on en parlera euh, tranquillement et je vous referai un point et tout. Mais il faut savoir le faire, hein, parce que vraiment le prof passe pas beaucoup de temps dessus. Voici les étapes, on va le faire ensemble. Par exemple, on prend qu'une seule partie. On prend le couple dichromate de potassium en ion chrome. Donc c'est ça. Pour rappel, l'oxydant c'est à gauche, le réducteur c'est à droite. L'oxydant ici c'est lui, le réducteur c'est lui. Donc déjà on sait que c'est l'oxydant, pardon, qui va capter toujours les atomes en premier. Donc comment on équilibre ça? À gauche, vous voyez, vous avez 2 chromes, alors qu'à droite, vous aviez un seul chrome, un Cr3+. Ben, comment on équilibre? Ben, tout simplement, on va multiplier à droite par 2. Comme ça, on aura 2 chromes à droite, 2 chromes à gauche. On a équilibré les atomes. Mais il manque aussi les oxygènes. Ici, il y en a 7. Donc il faut forcément en rajouter à droite ou en enlever à gauche. Enlever des oxygènes dans une solution, c'est un peu compliqué. Par contre, en rajouter, c'est un peu plus simple. Comment on rajoute de l'oxygène dans une solution? En rajoutant de l'eau. Donc à droite, vu qu'il y avait 7 O ici, on va mettre 7 O à droite. Mais on ne peut pas rajouter de l'eau tout seul. De l'oxygène tout seul, c'est un peu compliqué. Donc on rajoute de l'eau. Du coup, ça fait 7 H2O. Donc en fait, on a rajouté des H en plus. Merde. Et bien il faut du coup rajouter les H à gauche. Comment on rajoute des H à gauche? C'est des H+. En fait, on rajoute de l'acide. Ça se rajoute comme ça. Ici, on a fait 7 H2, donc 14 H. Donc à gauche, on met 14 H+. Là, on est pas mal, on commence à être pas mal, mais on a le même nombre d'atomes des deux côtés, ça c'est OK, mais on a un problème, c'est qu'on n'a pas le même nombre de charges. Et bien, il faut équilibrer les charges. Donc à gauche, on avait un -2,
14 plus. OK. Et à droite, on avait 2, 3 plus, ce qui nous fait 6 plus. Donc à droite, on a 6 plus. À gauche, on a 12 plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des électrons d'un côté ou de l'autre. De quel côté on rajoute des électrons? On rajoute des électrons du côté de l'Occident. Toujours. Et là, ça tombe parfaitement bien. L'Occident, il est à gauche. Et bien, pour passer de 12 plus à 6 plus, il suffit de rajouter 6 électrons. Comme ça, ici, on redescend à 6 plus. Donc, pour cette réaction-là, pour ce couple-là, la réaction, c'est celle-ci. Et on a ajouté 6 électrons. Voilà comment on fait une demi-équation d'oxydoréduction. Et maintenant, le but, c'est de toujours mettre deux couples ensemble, de faire agir deux couples ensemble. Et bien, comment ça marche? On prend un premier couple, un deuxième couple. Comme tout à l'heure, on fait réagir l'oxydant 1 avec l'oxydant 2. Ou alors, l'oxydant 2 avec l'oxydant 2 avec le réducteur 1. Oui, bon bref, vous m'avez compris. Là, voilà l'explication qui est dans le poly. Donc, si on reprend, là, il nous demandait de faire la réaction d'oxydation de manganèse, donc, qui est le réducteur 1, avec du coup plomb O2, qui est l'oxydant 2. Donc, on pose ça. Donc, Mn2+, en dessous, PbO2. On met les deux flèches. Mn2+, qui se transforme du coup en oxydant MnO4-, PbO2 qui se transforme en ion plomb. Et pareil, il faut équilibrer. Donc, la première, si on la fait, Mn2+, Mn, ok, il y a le même nombre de Mn, on est bon. Les O, par contre, il y en a 4 ici. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'eau à gauche. Donc 4O. Si on a rajouté 4O, on a rajouté du coup 8H. Et bien on bascule les 8H à droite. Ok, il faut équilibrer maintenant les charges. On a 2 plus à gauche. Et ici on a 8 plus et 1 moins. Donc ça fait 7 plus. Comment on passe de 7 plus à 2 plus? Et bien on rajoute 5 électrons du côté de l'oxydant qui est bien le MnO4-. Cette réaction, ok, c'est bon, elle est équilibrée. En dessous, je passe les détails, mais c'est la même chose. Du coup, on a rajouté 2 électrons du côté de l'oxydant, toujours, on vérifie toujours, hein, que les oxydants se mettent du bon côté, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas fait faux. Ok, donc on a rajouté 5 électrons en haut, 2 électrons en bas. Sauf que là, le problème, pour maintenant faire le bilan total, il faut que les deux équations soient avec le même nombre de charges. Sauf qu'on a 5 en haut et 2 en bas. Donc là, c'est un peu chiant. Comment on fait? Eh bien, on multiplie tout ce qui est en haut par 2, par en fait le nombre d'électrons ici, 2, et on multiplie tout ce qui est en bas par 5, le nombre d'électrons qui était en haut. En fait, c'est un scalaire, on appelle ça un scalaire, pour ramener les deux équations à la même équivalence. Et du coup, si on fait 5 fois Mn2+, 2 fois Mn2+, ça nous donne 2 Mn2+, 2 fois 4H2O, ça nous donne 8H2O, 5 fois PbO2, 5 PbO2, etc., etc. Donc tout ce qui est à gauche, on l'écrit bien à gauche. Tout ce qui est à droite, on l'écrit bien à droite. À la fin, ça, ils ont simplifié juste. En fait, on peut barrer ce qui est en commun entre les deux équations. Et à la fin, on obtient tout ça. Voilà, il faut savoir faire ces équations-là. Il faut savoir d'abord faire une partie, un couple, un deuxième couple, bien individuellement. Et après, si les deux électrons, si le nombre d'électrons échangés est le même dans les deux réactions, bon bah parfait. Les deux demi-réactions sont équilibrées, on n'a rien à faire. Par contre, s'il y a un déséquilibre, on prend un scalaire, c'est-à-dire qu'on multiplie celle d'en bas par le nombre d'électrons d'en haut et celle d'en haut par le nombre d'électrons d'en bas. Voilà, voilà. On finit avec ces petites questions rapidement et je vous laisse tranquille. Donc, pour vous montrer pareil, hein, c'est quoi un peu à quoi ça ressemble. Et bien là, par exemple, l'oxydation correspond à une perte d'électrons. C'est vrai. Mais attention, l'oxydant, en fait, c'est une espèce qui capte les électrons. Un oxydant est un corps ionique ou neutre capable de capter un ou plusieurs électrons. Ça, du coup, c'est vrai. Le couple redox, ion ferrique, ion ferreux, c'est l'ion ferrique qui est réducteur. Non, parce que le réducteur, il est écrit à droite et pas à gauche. D'après l'équation cuivre qui donne du ion cuivre plus 2 électrons, le cuivre Cu est oxydant et on est dans une oxydation. Et bien, du coup, attention, non,
L'oxydant, c'est celui qui capte les électrons. Ici, celui qui capte les électrons, c'est l'ion Cu2+, et pas le Cu. Justement, le Cu, lui, il donne ces électrons. Le potentiel redox, c'est exprimé en volts, ça c'était vrai. Dans les réactions d'oxydoréduction, la forme oxydée d'un couple réagit avec la forme réduite de l'autre couple, c'est vrai. Et dans les réactions d'oxydoréduction, le sens d'évolution de la réaction se fera selon le couple qui a le plus fort potentiel redox standard, c'est vrai aussi. Je vous ai mis, pour finir, pareil, issu de mon QCM, un autre exemple que je vous ai fait. Je reviens vite fait dessus et c'est fini. Donc là, je vous donnais la réaction, celle-ci, je ne sais plus c'est quoi le nom de ce machin, avec le fer. Et bien pareil, on pose ça. Donc on fait réagir l'oxydant 1 à gauche qu'on met ici avec le réducteur 2 qu'on met juste en dessous. Du coup, après, pareil, on inverse. Et bien pour la demi-réaction d'en haut, il fallait équilibrer d'abord les atomes. On avait 4 S ici, 2 S ici. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 ici. Ensuite, on avait multiplié par 2. Donc, on avait 2 O ici, enfin 2 fois 3 O ici, ce qui fait 6 O, et 6 O ici. Donc, on était bon. Pas besoin de rajouter de l'eau. Par contre, on avait 2 fois moins 2, ça fait moins 4, et moins 2 ici. Comment on fait? Eh bien, on rajoute des moins du côté de l'oxydant. OK. Pour le faire, c'était facile. Il fallait juste équilibrer les charges. Pour le coup, on a 2 électrons en bas, 2 électrons en haut. Et bien là, les deux demi-réactions sont équivalentes. Pas besoin de faire de scalaire. Donc on pouvait tout simplement pas multiplier et retranscrire en bas dans l'équation finale. Et on obtenait ça. Là, j'ai mis une simple flèche, mais c'est une double flèche. Je me suis trompé. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. OK. Bah écoutez, si pas de questions, après, je sais qu'il y en a qui osent pas trop forcément, donc n'hésitez pas. Vous avez mon numéro, je vous l'ai remis dans la conversation. N'hésitez pas pour que que ce soit pour ce cours, que ce soit pour n'importe quel cours, que ce soit pour les études, comment ça se passe, la méthodologie, tout ça, tout ça. Ça fait 4 ans que je suis tuteur, donc j'adore ça et vraiment, je me ferai un plaisir de vous aider, il n'y a aucun souci. Et du coup, pour ceux qui seront présents, on se revoit dimanche pour de l'anatomie. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, vous aussi. Vous pouvez me tutoyer, hein. Enfin, vous devez me tutoyer même. Bonne soirée. Juste, j'aurais une question. Ouais, À un moment, quand vous parlez du sens d'évolution de la réaction, ouais. Alors, tu peux dire tu, n'hésite pas. ok. Mais en fait, le truc, c'est qu'on l'a vu au lycée, mais je suis pas sûre que ce soit pareil. Mais on faisait le sens d'évolution spontanée du système avec une formule. Donc, c'était QR. Et c'était avec les concentrations. Et donc, la formule, ça revenait un peu au même par rapport au Ka. Et ça nous permettait aussi de savoir dans quel sens évoluait la réaction. Et du coup, je sais pas si c'est à peu près pareil ou pas. Oui, oui. En fait, c'est exactement pareil, sauf que dans le cours, c'est un peu simplifié. Mais effectivement, il y a une formule. D'ailleurs, il y a plusieurs formules, hein. Je sais que moi, en terminale, j'avais appris une formule qui était plutôt simple et elle se rapprochait de ce que tu as dit, mais c'était pas exactement la même. Donc, tu vois, il y a plein de formules en fait. Juste que tu verras, c'est vachement simplifié ce cours en passe. Ok, d'accord. Voilà, mais le principe est exactement le même. Le potentiel redox, en fait, c'est la formule que tu as dit, mais voilà. Là, ils vont plus vite et ils le détaillent pas forcément. Ok. Voilà, Euh, faut comprendre le principe. Moi, j'avais aussi une question. Ouais. Euh, je me souviens, pendant la terminale, je l'avais vu, je sais, enfin, j'étais pas du coup sûr. C'est bien, c'est juste à 25 degrés que le pH il est neutre à 7, c'est ça? Ouais. Alors, de manière générale, si on te pose la question, faudra dire oui. Enfin, en fait, Ok. c'est vraiment les conditions C'est pas expérimentales un en piège. fait. Voilà, mais non, il n'y aura pas de piège sur ça. Mais c'est vrai que Ok. dans l'idéal, on parle de ça à 25 degrés. Ok. Voilà, on ne viendra pas de piéger sur ça. En fait, de façon générale, en physique-chimie, très souvent, on te parle de normes ou quoi, parce qu'on se place dans des conditions de mesure parfaites, tu vois. Mais il y a toujours des Ouais. aléas qui font que ça change. Mais voilà, il n'y aura pas de piège sur ça. Ok, ça marche. Merci. Voilà, Bonne voilà. soirée. Merci, toi aussi.